dont son budget a été pas plus de 100 millions d'euros. C'est évident que le résultat des Bilbao ont été très influents pour des autres villes de prendre des schémas similaires, mais il n'y a pas des exemples semblables dans le reste de l'Espagne de succès comme celui de Bilbao, qui en plus est plus vieux que tous ces exemples que je vous ai montrés, juste pour voir comment c'est fait avec les budgets espagnols. Et quand on pense à quelques généralisations de problèmes espagnols, par exemple le problème du brick, le problème du brick, on le trouve bien clairement, même sur la culture, quand on voit qu'est-ce que c'est fait avec les budgets culturels des gouvernements régionaux. Je peux poser une question? Oui. Vous avez parlé du papier et du livre numérique. Il me semble qu'en Espagne, en ce moment, le livre numérique n'a pas encore décollé comme en France. Est-ce que vous pensez qu'il y a la possibilité qu'il va décoller dans les prochaines années ou pas? Ma réponse immédiate serait oui. Bien sûr, c'est une question qui est mûre, qui est préparée. Le marché est préparé, la consommation est chaque fois plus forte, mais le piratage en Espagne, c'est impressionnant. Et la situation, oui, désolé, je vous dis la vérité, c'est impressionnant sur les produits musicaux, sur les produits vidéo, sur les produits éditoriels aussi. Donc, le premier problème pour les éditeurs maintenant, c'est de sortir du panique qui vraiment ils sont maintenant pour l'arrivée du numérique qui est en train de présenter une vente massive et chaque fois plus de dispositifs pour la consommation, mais qui ne présente pas des chiffres sur la consommation de produits numériques. C'est vrai aussi qu'il n'y a pas trop de plateformes pour la commercialisation normale des produits, que les produits numériques, les livres numériques sont encore un peu chers. Ça a commencé à changer il y a 2 ans, 1 an et demi. Donc le chemin c'est un peu lent, mais je crois que les taux de piratage qu'en Espagne sont vraiment impressionnants, ont quelque chose à voir. Mais à ce propos, savez-vous s'il y a des stratégies de maison des éditions pour faire face au piratage ou s'il y a des projets au niveau institutionnel? En France, nous avons le projet Emo3T par Orange. Et donc, est-ce qu'il y a des choses qui vont décoller en Espagne Donc, il y a une plateforme que je peux vous envoyer parce que je parle de connexion ici et je ne me rappelle pas du nom, qui est préparée il y a 1 an et demi, chose comme ça, par les maisons éditoriales pour la commercialisation de produits. Même comme ça, il n'a pas eu de succès comme on entendait. Et oui, mes étudiants, mes amis, mes collègues, tout le monde dit de matériaux digital, 1% acheté et 99% piraté. Voilà. J'avais justement une question par rapport à ça, par rapport au piratage, parce que chaque année, dans les rapports du dispositif diplomatique des États-Unis contre le piratage, l'Espagne est épinglée en disant c'est vraiment la porte ouverte de l'Europe pour le piratage. Et j'aurais voulu savoir, parce que beaucoup d'économistes... Cette année, on nous a pardonné. Sauf cette année, oui. Et sinon, l'USTR, chaque année, plein de... Et parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. D'après ce que j'avais compris, les Américains ont jugé qu'il y a eu des efforts, etc. Et j'aurais voulu savoir si, du fait justement d'un appauvrissement du niveau de vie de beaucoup de ménages, comme tu l'as indiqué, on avait vu une recrudescence de ce piratage pour les objets culturels les plus usuels, séries télévisées, films, musique, ou si ça n'a pas eu d'impact. Parce que c'est une vraie question que posent les économistes, ça, le coût d'opportunité, le piratage serait motivé par un coût d'opportunité, ou est-ce que c'est... Donc c'est évident que le niveau de vie en Espagne et au Portugal, ce n'est pas le même niveau de vie qu'en France. Il y a une petite différence, peut-être que ça pourrait justifier ça. Bon, de mon point de vue, il y a une raison qui c'est très spécifique, donc je vous prie de la prendre comme une interprétation, pas comme une... Et c'est la terrible
gestion, de fait, la corruption dans le sein de l'entité de gestion de droits d'auteur en Espagne. Donc, le piratage ne se perçoit pas, et c'est quelque chose que je peux voir vraiment pendant des années, surtout avec les étudiants, parce que nos étudiants, bien sûr, comme les vôtres, sont des étudiants de communication qui devraient penser à vivre un jour des œuvres, de ces produits et des droits d'auteur. Et qui, l'existence, mais surtout la gestion de la société d'auteurs qui contrôle environ 90% de la facturation en Espagne, a été si terrible pendant les dernières 15 années que beaucoup de gens justifient le piratage pour éviter de payer les gens de la société de gestion d'auteurs. Le nom de la société, c'est Société de gestion d'auteurs et éditeurs, SGAE, et vous avez plusieurs informations sur ça si vous êtes intéressé à la question de propriété intellectuelle dans la culture, des cas nationaux. Vous avez beaucoup d'informations parce que c'est formidablement grand, mais en même temps, il y a eu beaucoup de problèmes, de corruption interne dans ces systèmes de gestion des droits d'auteur. Sur la discussion d'abord de cas de corruption directe, de cas de gens qui étaient impliqués qui étaient partis du système et qui gagnaient de l'argent en contractant des entreprises dont ils étaient partis, etc. Deuxièmement, parce que le système de répartition de bonus était très peu transparent. Et ça a été une question qui était publique en Espagne. Il y avait quelques musiques, quelques créateurs qui recevaient la plus partie de l'argent sans avoir une constatation très fiable de comment ça se faisait. Et il y a un troisième facteur qui est important en Espagne, c'est très spécifique, que beaucoup de gens de la culture pendant la transition politique ont été gens de gauche. Donc ont été très activement engagés au mouvement politique de gauche. Quand il y a eu des problèmes de gestion dans la société d'auteurs, des droits d'auteur, la droite qui contrôle la plupart des médias a eu une opportunité fantastique pour désaccréditer les intellectuels de gauche qui gagnent beaucoup d'argent avec une institution corrupte, etc., etc., etc. Donc ça a contribué aussi à une perte d'image publique de la société de gestion des droits d'auteur. Comme monsieur. Deux interventions. Allez-y, en synthèse. D'accord. Donc, je vais quand même vous remercier pour la présentation qui, j'espère, ne donne pas une vision de ce que sera la France, les politiques culturelles en France, les droits de développement. Qui dit, il y a peut-être des éléments de réflexion. Maintenant, je voudrais rebondir sur la question de Philippe Bouquillon par rapport à Guggenheim, qui est présenté comme un succès, qui appelle le musée Guggenheim, l'initiative Guggenheim, donc manifestement un succès. Est-ce qu'on peut, je vais quand même titiller encore un petit peu ce côté-là, parce qu'on peut considérer, ceci dit, que c'est Guggenheim, par rapport au projet immobilier que vous avez présenté, pharaonique, ne pourrait pas être considéré comme, on va dire, responsable mais pas coupable par rapport à ça. C'est-à-dire comme utilisé comme argument de discours pour justifier ces projets pharaoniques et cette propension qu'a pu avoir l'Espagne depuis la fin du franquisme, enfin avant et après la fin du franquisme, à bétonner un peu partout. Et j'avais une autre question aussi par rapport à la période. Il y a une personne. Je la poserai en dehors. Merci. Bon, il y a plus beaucoup de choses à dire sur cette question-là, parce que c'est vrai que le cas, c'est un des cas de succès international sur l'implémentation d'un centre culturel dans une ville comme partie d'une restructuration de l'économie locale. Mais il y a plusieurs études sur la question que je peux vous renvoyer pour que vous voyez un peu qu'est-ce que les collègues qui travaillent sur les questions de cité et de l'économie, de la culture appuyée sur le développement local ont apporté sur ça. Après, La dernière intervention, c'est la mienne. Voilà, moi j'étais dans le sud-ouest de l'Espagne, en Andalousie, et j'ai été estomaqué. C'est une anecdote, mais qui étoffe la thèse de la brique et du béton. On allait de Grenade à Antequera, on était sur une autoroute, et ils étaient en train d'en construire une à même pas 1 kilomètre, on la voyait à l'œil nu, et avec des arches, etc., etc. Et puis lorsqu'on arrive plus au sud, dans la région de Malaga,
il y a 3 autoroutes. Une qui est payante, une autre qui est locale, régionale, et puis une autre qui est au centre des villes, etc. Ils sont en parallèle, ils sont à peu près à 1 kilomètre les uns des autres. Je crois vraiment que votre pays est archi omnibulé par le béton. Oui, sans doute. Et il semblerait que ce soit les livres et la culture qui en fassent les frais. Malheureusement, il y a quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent pendant le dernier décennie en Espagne, c'est pas moi, mais surtout, bon, je veux dire, c'est sans doute pas les collègues qui travaillent à l'université, mais sans doute les gens de la construction. Bon, il y a eu un clair boom pour tout ce qui est passé par l'Espagne, qui peut voir clairement que quelque chose d'étrange est passé en Espagne pendant le dernier décennie. Merci. Merci à tous les chercheurs et chercheuses, si vous permettez, qui ont présenté ce matin, et merci de votre attention. Les personnes qui interviennent aujourd'hui, ainsi que les collègues qui viennent de l'étranger, nous pouvons, s'il vous plaît, retrouver l'extérieur de la salle pour cette déjeuner à